Donc, si vous le voulez, on va débuter très, très tranquillement pendant que tout le monde finit de se connecter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marc-André Malcadot. Je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Gélina, qui sont toutes les deux directrices scientifiques pour le RISIC. Je vais vous présenter nos conférencières dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que, comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction QR, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à nos conférencières, et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai poser vos questions à nos conférencières. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Approche de co-design en santé, saisir les expériences des patients et cliniciens pour les traduire dans les interventions numériques et de mise en œuvre. Il nous est présenté par deux conférencières. Donc, tout d'abord, nous avons avec nous Mme Geneviève Rouleau, qui est infirmière et professeure au département de sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Elle détient un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Laval. Elle a complété sa formation postdoctorale au Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care à Toronto, en lien avec la science de la mise en œuvre. Ses intérêts de recherche portent sur le développement et l'évaluation des capacités d'agir des individus, soit des patients et des professionnels de la santé, l'usage de la santé et de la formation numérique et ses impacts sur les soins et sur l'apprentissage, l'interface entre les interventions numériques et l'aspect relationnel, et la science de la mise en œuvre. Plus récemment, ses travaux ont porté sur l'expérience de prodiguer et de recevoir des soins de compassion numérique dans un contexte de première ligne. Donc, merci beaucoup, Mme Rouleau, d'être avec nous. Et nous avons également avec nous Mme Sylvie Grosjean, qui est titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques en santé. Elle est également directrice du laboratoire d'innovation ComNTech et membre de la Société royale du Canada. Ses recherches portent sur l'usage et la conception des technologies numériques de santé et elle développe une approche de design participatif. Elle s'intéresse également à la télémédecine et utilise la vidéoethnographie et des méthodes d'analyse des interactions pour mieux comprendre les interactions patients-soignants lors de téléconsultations. Donc, merci encore infiniment à tous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire qui nous fait plaisir d'animer Sylvie et moi. Donc, ce qu'on vous propose au menu aujourd'hui, c'est de parler de quelques approches de co-conception, donc de co-design, de quoi il est question, et aussi d'y aller avec certains exemples de comment ces approches-là peuvent être appliquées, par exemple, pour des stratégies de mise en œuvre et des interventions numériques de santé, puis couvrir, dans le fond, d'illustrer que on couvre aussi un large éventail, on va dire, d'un programme ou d'un processus de recherche qui peuvent aller au-delà même, c'est-à-dire au début dans la conception des interventions numériques, mais ça peut aller aussi jusque dans la mise en œuvre. Donc, une fois que les programmes, les innovations sont développées, évaluées, qui ont été montrées efficaces, et donc on veut les intégrer dans un contexte de vie réelle. Et là aussi, la conception centrée utilisateur, donc toutes ces approches de co-conception peuvent aussi bien s'appliquer à ces phases-là, finalement, de la recherche. Et puis, on va conclure avec les défis et les leçons apprises. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez ici numériser, scanner le code QR, et puis il y a aussi un lien dans le clavardage pour inscrire en fait les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à co-conception. Donc, ça va créer un nuage de mots. Je vous laisse quelques instants, puis on va aller voir ce que ça dit dans le nuage de mots. Voilà. On va aller voir. Donc, on voit participation, construire ensemble, partenariat, recherche-action, participation, co-construction, collaboration, collaborative. Innovation, intégrité, intéressant. Collaboration en simultané, construire ensemble, user-centered design. Design ressort, innovation complexe, design thinking probablement. Excellent.
Donc, merci beaucoup. On va pouvoir voir justement dans quelle mesure ces approches-là résonnent justement avec la littérature. Est-ce qu'on a d'autres idéations? Excellent. Donc, on va revenir à l'écran. Super. Et donc, qui de mieux pour vous introduire ces multiples approches que ma collègue Sylvie qui va vous entretenir justement sur ce paysage qu'on peut dire un peu confus peut-être par moment. À toi, Sylvie. Oui, alors je pense que les mots que vous avez mis dans les nuages de mots là, l'illustrent bien. On voit bien quand on parle de co-design, on parle de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de termes qui reviennent. Alors, quand on aborde la question du co-design en santé, ben, on a une multitude d'approches, hein. Alors, on va parler d'approches centrées utilisateurs, on va parler de design thinking, on va parler de conception collaborative, etc. Et puis, ben, c'est parfois un peu difficile de se retrouver dans ce paysage-là. Et il y a un article d'Elizabeth Sanders qui est paru en 2008 qui nous aide un peu à nous repérer dans ce paysage de toutes ces approches qu'on pourrait dire de co-design. Alors elle nous propose une sorte de cartographie hein, pour essayer de les situer sur deux axes. Et puis cette carte, elle a pour objectif ben, de tenter un petit peu un repérage des différentes approches existantes et notamment d'identifier un peu les traditions dans lesquelles elles s'inscrivent. Et ça peut nous aider lorsque l'on a à choisir une approche plutôt qu'une autre. Alors sur cette carte, vous voyez, il y a deux axes. Il y a un axe design et versus recherche. Alors c'est vrai que souvent les approches de co-design dont on va parler surtout aujourd'hui hein, en santé sont plus ancrées dans l'axe recherche de manière générale parce qu'il y a quand même une longue tradition aussi ben, de recherche en santé, hein, où on a besoin aussi ben, de valider un certain nombre de choses et de faire en sorte qu'on puisse aussi bâtir et pouvoir évaluer aussi les impacts de ces approches-là. Et il y a un autre axe que vous voyez, l'axe je dirais, du mindset, de l'état d'esprit, où on voit les recherches qui sont orientées plutôt du côté des experts ou plutôt du côté de l'axe participatif. Alors, du côté des experts, on a les utilisateurs qui sont vus comme des sujets. Ça veut dire que là, ça va être plutôt je dirais une conception pour l'utilisateur ou centré utilisateur, hein, dans l'idée on aborde ces approches-là, où l'idée, c'est vraiment de faire participer hein, l'utilisateur, mais surtout de pouvoir analyser ses besoins, analyser ses attentes et les prendre en considération tout au long du processus de conception. Et tout à fait de l'autre côté, on a les approches plutôt participatives où l'utilisateur est vu là comme un partenaire à part entière. Il est activement engagé, donc le niveau d'engagement de l'utilisateur ou du patient dans certains cas, eh bien, va être beaucoup plus dans une approche d'engagement collaboratif, de participation assez intense. Donc ce paysage-là nous permet de voir qu'il y a comme ça ces deux axes qui s'offrent à nous. Alors, toutes ces approches vont être appelées souvent co-design, mais c'est important de voir que dans les approches de co-design, il y a des niveaux d'engagement, notamment des utilisateurs qui peuvent être différents, puis qui se font en fonction aussi du besoin du projet. Donc, on va passer à la slide suivante. Un des pionniers, j'ai envie de dire, des approches centrées utilisateurs, puis son livre a été traduit en français, hein, c'est Don Norman, qui a écrit en 1988 un livre assez précurseur, hein, où il va populariser notamment le concept de design centré utilisateur. Alors, c'est quand même à cette époque-là c'est une innovation hein, parce que le livre de Norman va tenter de connecter à la fois la pratique du design avec ce qu'on pourrait appeler la psychologie cognitive, la psychologie des usages. Et puis, dès les années 90, eh bien, lorsque Norman est à la fois professeur en sciences cognitives, il a rejoint Apple. Et c'est à ce moment-là que la notion de conception centrée utilisateur s'est vraiment popularisée. Et c'est vraiment une approche qui préconise la prise en compte de l'ensemble des caractéristiques, des besoins des utilisateurs au moment où on va développer un produit ou un service. Donc, on est dans une participation quand même active de l'utilisateur final au processus de conception et souvent, ben, l'équipe
va s'intéresser aux besoins, aux capacités, aux souhaits des utilisateurs avant d'entamer le développement d'un produit ou d'un service. Il va y avoir une analyse très très fine de l'utilisateur et de sa situation d'usage d'une technologie ou autre. Donc, on aura l'occasion de voir un exemple, mais c'est pour vous montrer un petit peu la filiation de ce terme-là et tout ce qu'on a appelé, on a vu dans notre nuage de mots tout à l'heure, design thinking, ben, on prenne aussi ses origines d'une certaine manière dans ces travaux-là. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, quand on veut s'orienter dans ce paysage quand même un peu confus, hein, la première question, c'est de savoir, alors on sait hein, quand même que dans le co-design en santé, ben, on a beaucoup d'approches qui font partie de la littérature. Une approche que peut-être certains connaissent, hein, c'est la co-conception basée sur l'expérience. En anglais, on appelle Experience-Based Co-Design, qui a été développée par Robert et Bates, qui sont des chercheurs anglais. C'est une approche qui est quand même relativement reconnue, qui s'appuie sur des principes, on a vu le terme tout à l'heure de recherche-action, et qui va mettre au cœur du processus de co-design vraiment la prise en compte de l'expérience des patients et des professionnels de la santé. Il y a souvent, on aura l'occasion d'en parler, un objectif d'amélioration de la qualité des services ou de la qualité de la prise en charge, mais c'est une approche quand même bien documentée, qui est validée, qui a été mise en œuvre dans beaucoup de contextes, puis je pense qu'ils ont développé aussi, puis vous pouvez y avoir accès à une boîte à outils pour les gens qui souhaitent l'implanter. Je dirais, origine, hein, c'est la conception participative ou le participatory design. Puis là, ça, on retrouve cette approche-là dans un héritage du design scandinave, hein, donc il y a vraiment une tradition scandinave du design participatif qui repose sur des principes démocratiques, hein. Vraiment, l'idée, c'est que toutes les parties prenantes ont une voix au processus de co-design, elles doivent être engagées et on reconnaît aussi l'expertise et les connaissances de ces parties prenantes comme étant des expertises ou des connaissances égales et ils vont pouvoir contribuer de manière égale et équitable au processus de conception. Donc derrière cette approche de conception participative avec un ancrage plutôt scandinave, il y a vraiment cette idée je dirais, d'une approche très démocratique hein, qui veut intégrer autour de la table toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer de manière égale au processus de design. Ça a été beaucoup utilisé notamment pour le design, la conception de technologies, puisque c'est son origine dans les années 70. Et enfin, on a peut-être certains entendu parler de la recherche participative basée sur la communauté, qui est aussi une approche particulière où on va impliquer, par exemple, souvent on va aborder des enjeux de santé auprès de communautés ou de populations vulnérables dans un objectif très fort de les engager, de les impliquer et de permettre de devenir des acteurs de changement. Donc ça, c'est par exemple des approches que l'on retrouve. Et évidemment, on a aussi les conceptions centrées sur l'humain, qui sont des approches dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que derrière toutes ces approches de co-design, il y a le co. Hein, le co, c'est consultatif, collectif, collaboratif. Hein, mais il va falloir toujours poser la question, quelle est l'approche la plus adaptée ou à mon projet de recherche, ou à ma pratique, ou au projet qu'on veut soutenir. Et qu'est-ce que ça implique sur le plan méthodologique que d'adopter une approche plutôt qu'une autre. Et on verra aussi quels sont les enjeux que ça peut soulever, ces approches-là. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, je vais juste dans les approches de co-design en santé, j'ai envie d'attirer votre attention sur trois approches peut-être qui pourraient intéresser certains. La conception basée sur l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que souvent, en santé, il y a un besoin fort de vouloir améliorer la qualité des services et cette approche-là est souvent utilisée dans cet objectif-là et elle est vraiment basée sur la narration pour saisir les expériences. Donc ça, c'est une approche assez intéressante et qui a aussi en termes de validation, qui a été éprouvée dans beaucoup de contextes. Il y a une approche de co-conception qui est plus proche de nous, qui est canadienne. C'est le cadre de co-conception générative pour l'innovation dans les soins de santé, qui a été développé par une équipe canadienne qui peut intéresser certains d'entre vous. Elle implique les différentes parties prenantes dans la création de services de santé qui visent à améliorer l'expérience des soins. Par exemple, elle a été utilisée pour l'implantation ou la conception de modèles de soins intégrés, par exemple,
auprès de personnes âgées ou personnes un peu plus vulnérables. Donc, c'est vraiment l'idée de concevoir ensemble, de co-concevoir des nouveaux services de soins de santé et d'innover par la conception. Et enfin, un modèle assez classique qu'on retrouve assez fréquemment, c'est le modèle de conception du double diamant, qui est influencé notamment par les travaux antérieurs sur la résolution créative de problèmes, donc qui est vraiment un état d'esprit d'une approche de résolution de problèmes centrée sur l'humain. Donc, on est plus sur une approche centrée sur l'humain dans un objectif de résolution de problèmes. Donc, trois exemples qui pourraient inspirer certains d'entre vous, mais qui sont assez connus dans le domaine du co-design en santé. Donc, on va continuer. Et je pense que là, c'est à toi, Julie. Oui. Donc, moi, je vais y aller plus en particulier sur la conception centrée sur utilisateur. Et donc, ici, c'est Holly Whitman qui a illustré en se basant sur plusieurs auteurs, justement, le processus de cette conception-là. Donc, de comprendre les utilisateurs d'une part, leurs besoins, leurs buts, leurs forces, leurs limitations, le contexte, développer, raffiner le prototype qu'on souhaite développer et ensuite observer les utilisateurs interagir finalement avec le prototype. Donc, c'est des étapes quand même assez qu'on retrouve dans ce type de conception. Et ici, c'est que dans la science de la mise en œuvre, donc quand les programmes, les innovations, les pratiques ont été jugées efficaces et on veut les intégrer dans le contexte de vie réelle. Donc, il y a des auteurs qui se sont intéressés entre cet alignement entre la science de la mise en œuvre et les stratégies de conception centrées utilisateurs. Et donc, ils ont réuni des experts en sciences de la mise en œuvre et en conception centrée utilisateur. Et puis, ils ont identifié des stratégies qui, certaines appartiennent au domaine de sciences mises en œuvre, certains à la conception centrée utilisateur. Et on voit aussi que certaines stratégies peuvent intégrer justement ces deux disciplines-là. Et donc, une des conclusions finalement de ces auteurs-là, c'est de dire que la science de la mise en œuvre, la conception centrée utilisateur offre des approches qui sont complémentaires pour améliorer la santé, le bien-être. Et donc, chaque discipline va apporter des contributions uniques qui peuvent être renforcées mutuellement. Des fois, il y a des pratiques, des innovations qui sont complexes vraiment à intégrer. Puis on sait que justement, toute cette mise en œuvre-là implique beaucoup d'efforts d'individus, d'organisations, donc à multiples niveaux. Et d'où l'importance d'impliquer finalement les utilisateurs de ces pratiques, de ces innovations. Et donc, c'est là où arrive finalement la conception centrée utilisateur. Et ici, c'est juste un exemple pour dire que il y a des glossaires, il y a déjà des stratégies aussi qui existent de stratégies avec vraiment les définitions, des exemples à l'appui qui peuvent bien appuyer. Donc, à mon sens, qui peuvent être utilisés évidemment dans la science de la mise en œuvre, mais probablement dans d'autres types de recherches également. Donc ici, c'est juste un exemple pour montrer que l'illustration qui avait été finalement présentée par Holly Whitman, il y a auteur, Landis Lewis, qui lui, l'a appliqué à une stratégie de mise en œuvre en particulier, qui sont les audits et feedbacks. Les audits et feedbacks qui sont des rapports, des résumés qui traduisent une performance clinique. Donc, il y a souvent des indicateurs en termes qui illustrent la pratique actuelle, par exemple, des cliniciens et ce qu'ils devraient atteindre. Donc, ça peut démontrer parfois des écarts entre la pratique actuelle, la pratique souhaitée. Et donc, que ces auteurs-là ont repris ce modèle de conception centrée utilisateur et l'ont adapté en fonction des spécificités de la stratégie de mise en œuvre, comme par exemple raffiner les mesures, raffiner les données, raffiner le visuel finalement des résumés, des rapports, parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir des données, des indicateurs, mais encore faut-il que les cliniciens puissent agir sur ces indicateurs-là et comprendre finalement leurs données pour mieux agir et adopter les changements de pratique en conséquence. Donc, finalement, c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour illustrer cet arrimage entre la science de la mise en œuvre puis conception centrée utilisateur. Et donc, dans un des travaux qu'on a réalisés, donc, les cliniciens avaient leur rapport en première ligne. Et puis, ce rapport-là avait été conçu initialement par exemple, Ontario Health, toutes les organisations qui étaient en charge de l'amélioration de la qualité. Et ensuite de ça, il y avait comme une deuxième version de ces feedbacks, de ces rapports-là qui avaient été faits pour faire une espèce de reconception, reconcevoir à nouveau le rapport
pour mieux tenir compte justement des besoins des utilisateurs. Et il y a l'utilisabilité a été testée auprès de médecins qui recevaient justement ces rapports-là. Et nous, on voulait savoir comment justement un autre groupe de cliniciens en première ligne avait expérimenté finalement ces rapports-là. Et sans aller en détail, en fait, dans les résultats de cette étude-là, parce que je n'étais pas moi incluse dans les étapes initiales de conception, reconception du feedback, mais ce qu'on a proposé finalement comme, on va dire, stratégie pour des projets futurs, c'est un peu en se servant de Lindis Lewis qu'on a vu tout à l'heure, son modèle pour les audits et feedback, mais c'est de prendre en compte finalement les bonnes pratiques en termes d'audit et feedback, par exemple les approches théoriques comme le CPFIT, qui est un modèle théorique là, qui vient expliquer les variables qui influencent le cycle de feedback, puis des mécanismes explicatifs. Donc, dans le fond, comment croiser finalement toutes les meilleures données qu'on a, et ce, avec la perspective des utilisateurs, et prendre en compte aussi leurs éléments contextuels, donc la pratique des médecins, leur charge de travail, et dans le fond, on arrivait à développer puis raffiner un prototype en conséquence. Donc, et le cas aussi que je souhaite rapidement vous présenter un peu plus en détail sur comment on a intégré cette conception centrée utilisateur. C'est issu d'une programmation de recherche qui est menée par un médecin, Dr. Venk, en Ontario, et puis qui a développé, validé un outil d'aide à la décision pour les médecins qui travaillent à l'urgence pour permettre d'identifier les conséquences, les complications des personnes qui se présentent à l'urgence avec une syncope, donc une perte de conscience. Et donc, cet outil-là a été développé, validé, mais on sait que même si l'outil est validé, ça ne veut pas dire qu'il va pas s'intégrer tout seul par magie dans la pratique des médecins. Et donc là, on est venu une équipe, en fait, l'équipe clinique, l'équipe de recherche clinique et l'équipe de mise en œuvre, de chercheurs de mise en œuvre pour co-concevoir ces stratégies-là de mise en œuvre pour intégrer cet outil-là dans la pratique des médecins. Donc, parce qu'on sait que la syncope, il y a 10% des patients qui ont une condition sérieuse dans les 30 jours qui vont suivre le congé. Et là, le Canadian Syncope Risk Score, le CSRS, a été développé pour mieux guider la prise de décision clinique, puis pour pouvoir anticiper un peu quel patient pourrait être à risque de développer les complications. Donc, ici, c'est juste pour donner une idée, mais essentiellement, à la gauche, le Canadian Syncope Risk Score, 11 éléments à évaluer, et selon le score, selon faible, moyen, élevé, il va y avoir des pratiques cliniques, des recommandations que les médecins devront faire pour agir finalement en fonction du niveau de risque. Mais avant de pouvoir justement déterminer quelles sont les recommandations selon les niveaux de risque, on va dire le comportement initial, et de pouvoir se servir de l'outil convenablement. Donc, le comportement ciblé était plus l'utilisation de l'outil. Donc, on s'est basé sur une approche méthodologique qui est quand même connue de French pour identifier qu'est-ce qui devait être fait différemment. Donc, les comportements changés, identifier les analyses, les déterminants de la mise en œuvre. Donc, on est très dans une approche de mise en œuvre ici. Et sélectionner les stratégies les plus susceptibles d'agir sur les déterminants, donc les barrières, les facilitateurs à l'utilisation de l'outil. Aussi une stratégie de mise en œuvre. Mais la conception centrée sur l'utilisateur arrive vraiment au troisième moment où est-ce qu'on a voulu identifier, dans le fond, opérationnaliser ces stratégies-là pour être sûr que les stratégies qu'on développait étaient utiles, utilisables par les médecins d'urgence. Donc, essentiellement, on se basait sur, en fait, on voulait inclure les médecins qui travaillent à l'urgence, pour qu'ils puissent déterminer si l'outil est approprié pour leur clientèle, puis évaluer les risques convenablement à l'aide de l'outil. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais comme beaucoup de projets de mise en œuvre, donc identifier, analyser les déterminants va se faire avec des cadres théoriques existants, comme le Consolidated Framework for Implementation Research, puis Theoretical Domains Framework, qui contiennent vraiment, qui ont déjà une liste, en fait, un amalgame de déterminants de mise en œuvre qui existe déjà. Je ne vais pas aller dans les détails ici, mais si jamais il y a des questions, je pourrais y répondre. Mais au préalable, c'est qu'il y a une étude qualitative qui avait été faite par Dr. Venk puis ses collègues, justement, pour identifier quelles étaient les barrières, les facilitateurs de l'utilisation de l'outil, et aussi
des bonnes pratiques qui suivaient l'utilisation de l'outil. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu regarder ces résultats-là qualitatifs, et on est venu, en quelque sorte, théoriser ces résultats-là qualitatifs qui avaient été recueillis pour les cartographier, les arrimer finalement au cadre de déterminants précédemment identifiés. Et pourquoi on a fait ça? Bien, parce que nous, notre objectif, c'était d'identifier les stratégies qui étaient les plus susceptibles d'agir sur ces déterminants-là. Et en sciences comportementales, on a beaucoup de modèles qui nous permettent, on a des modèles qui nous permettent justement d'arrimer notamment les déterminants avec les bonnes stratégies, donc la roue du changement de comportement de Susan Mickey et collaborateurs. Donc, ici, c'est vraiment juste un exemple pour dire, par exemple, si les médecins ont comme barrière une méconnaissance de quand, comment utiliser l'outil ou une méconnaissance de c'est quoi les résultats probants qui soutiennent la validation de cet outil-là, on est on est en termes de connaissances ou d'un manque de connaissances potentielles. Et donc, les stratégies qui viennent répondre, notamment, sont l'éducation. Donc, si, par exemple, c'est on va dire, le déterminant est plus en termes d'habileté ou peut-être un manque d'habileté de certains cliniciens, on va dire soit à utiliser l'outil ou soit à évaluer un critère en particulier. On est plus en termes d'habileté. Donc, c'est plus la formation à ce moment-là, selon la roue de changement de comportement, qui serait la stratégie la mieux adaptée finalement pour répondre à ce déterminant-là. Donc, il y a un gros travail théorique finalement qui a été fait au préalable. Et ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, c'est intégrer les connaissances expérientielles des médecins pour pouvoir opérationnaliser les stratégies qui sont en fait euh, identifiées comme étant généralement efficaces pour aborder ces déterminants-là et donc de travailler de façon participative, co-créative avec les médecins. Tout en retenant les ingrédients d'efficacité des stratégies, parce qu'on sait, selon la littérature, que ces stratégies-là peuvent être efficaces pour adresser ces déterminants-là. Donc, on a fait 3 ateliers où est-ce qu'on a voulu revalider certaines barrières, prioriser ces barrières-là, discuter des stratégies, identifier les paramètres d'opérationnalisation de ces stratégies-là, puis raffiner aussi les paramètres de ces stratégies-là, puis de discuter ensemble de l'utilisabilité, de l'utilité des stratégies avec un nombre de 14 médecins d'urgence qui ont participé, donc 3 groupes de personnes différents. Et à chaque atelier, on se basait sur les résultats de l'atelier précédent. Donc, sans aller dans les détails, mais vous voyez que la valeur ajoutée finalement d'avoir pu travailler avec les cliniciens dans ce contexte-là, ça a été de pouvoir, par exemple, identifier la stratégie, quelles seraient les rencontres éducatives, par exemple. Donc, quel serait le contenu qu'on devrait y mettre pour que ça résonne finalement avec les cliniciens pour leur permettre de mieux utiliser l'outil? Quel serait le mode on va dire, de prestation idéal, qui est l'audience ciblée et les résultats qu'on souhaitait atteindre avec ça. Et donc, il y a une autre étude qui est en cours en ce moment pour voir les stratégies qu'on a prévues, est-ce qu'elles répondent justement un peu à ces éléments-là? Est-ce qu'elles nous ont permis par exemple, d'augmenter les connaissances? Est-ce qu'elles ont été utilisées, mises en œuvre? Donc, mais cette étude-là ne permettait pas, c'était l'étape préalable aux étapes subséquentes. Puis, ici, juste un exemple aussi de dire, il y avait déjà des stratégies qui existaient en termes de mise en œuvre par l'équipe clinique qui avait déjà conçu certaines choses. Donc, ça a été aussi de faire réagir les cliniciens sur des stratégies existantes, comment on pouvait les bonifier pour augmenter l'utilisabilité. Et dans l'exemple de droite, les médecins ont dit, nous, ça serait intéressant d'avoir des codes QR pour avoir accès à l'information rapidement. Donc, on peut imaginer une affiche qui est disposée dans des endroits stratégiques de leur milieu de travail à l'urgence et comme type de rappel aussi, et qui peuvent aller chercher de l'information aussi additionnelle sur, par exemple, les éléments, les résultats probants qui soutiennent en fait, les informations sur l'outil validé en tant que tel, comment ils peuvent l'utiliser, etc. Donc, ça, c'est les codes QR. Finalement, ça a été un ajout des médecins participants. Donc, je laisserai la parole maintenant à Sylvie qui va vous parler de la co-conception en santé dans les interventions numériques. Oui, donc je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est un partenariat avec la clinique de neurologie de l'hôpital d'Ottawa, donc qui
traite des patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Donc, je vais passer la slide après. Donc, dans le cadre de ce projet-là, l'idée, c'était de concevoir en fait une technologie numérique de santé, un compagnon numérique, c'est comme ça que les médecins le souhaitaient, qui pouvait soutenir l'auto-soin et qui avait la capacité de générer des conseils et des ressources de santé personnalisées pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Donc, la plateforme, en fait, elle s'appelle eCarPD et puis il y a un texte auquel vous pouvez accéder qui présente les résultats en détail. L'idée vraiment de cette plateforme-là aussi, et ça c'est important, c'est que ce n'est pas un outil qui est tout seul, c'est un outil qui s'insère dans un modèle de soins intégré. Donc c'est un outil parmi d'autres pour aider les gens à prendre en charge leur maladie à la maison. Donc, la slide suivante. Donc, dans le cadre de ce projet-là, l'idée, ça a été d'utiliser une approche de design participatif. Alors, évidemment, l'approche dont je vais parler, c'est une approche qui s'inscrit dans la tradition scandinave du design participatif. Il y a un beau texte de Grégory, si certains s'intéressent, que vous pouvez aller voir, qui reprend un petit peu toute l'historique de cette approche-là. Et puis aussi, je me suis beaucoup nourrie des travaux d'Elisabeth Sanders qui m'interpellaient parce que l'intérêt de cette approche, puis vous le voyez dans le schéma que j'ai mis là, qui reprend un petit peu notre méthodologie, on est vraiment dans un processus itératif où on va impliquer les utilisateurs qui sont les patients et les aidants, mais aussi les professionnels de la santé. Dès le début du processus, on va les impliquer dans le processus de co-design de cette technologie-là. Et l'idée, c'est pas juste de leur donner une voix, hein, mais j'aime bien cette distinction qui est faite de having a say and having a voice. C'est vraiment l'idée de faire une différence, l'idée de leur permettre de faire une différence dans le processus de co-design et pas juste de prendre en compte leur voix ou leurs besoins, mais vraiment de pouvoir leur permettre d'agir aussi dans ce processus-là. C'est aussi l'idée de fabriquer ensemble des futurs possibles, d'imaginer ensemble ce que pourrait faire cette technologie-là et d'y mettre des valeurs aussi, hein, des valeurs qu'on va partager. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on considère être l'auto-soin? Comment cette technologie-là va permettre de supporter l'auto-soin? Mais qu'est-ce que ça veut dire auto-soin pour ces patients-là? Donc, vous voyez toutes ces questions-là qui vont émerger au cours du processus. La slide suivante. Donc, dans le cadre de ce processus-là, au début, j'aime bien ce schéma d'Elisabeth Sanders parce qu'elle illustre ici qu'est-ce que c'est que le co-design. Alors, vous voyez au début, là, on ne sait pas trop où on s'en va. On sait qu'on veut faire quelque chose ensemble, qu'on veut développer une technologie, mais on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Et puis, on ne sait pas non plus comment on va imaginer ensemble ce futur-là. Et au fur et à mesure du processus, les choses vont se préciser. Donc, tu peux cliquer. La première chose ici, ce que nous dit Elisabeth Sanders, puis les tenants du co-design participatif, l'idée, c'est d'explorer, d'observer, de comprendre. Alors évidemment, on retrouve ça aussi dans le design centré utilisateur, l'idée de comprendre les logiques d'action, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire auto-soin pour les Parkinson. Qu'est-ce que ça veut dire auto-soin pour les professionnels de la santé? Parce qu'évidemment, on n'a peut-être pas la même conception de l'auto-soin tous les deux, donc ça va être important. Et donc, il nous faut explorer, observer, et souvent, on va utiliser des méthodes narratives, on va permettre aux gens de raconter. On peut cliquer là. La deuxième étape pour nous, ensuite, c'est de faire ensemble, donc de donner forme à des expériences, de partager des expériences, de créer aussi des espaces de dialogue. Dans le cadre de ces espaces-là, on va avoir des professionnels de la santé, on va avoir des patients, on va avoir évidemment aussi des concepteurs, des ingénieurs, parce qu'ils vont être là aussi pour concevoir. Et l'idée, ça va être pour nous dans cette phase-là, c'était vraiment de donner forme à des expériences de vie, à des savoirs expérientiels, de fabriquer ensemble des représentations de parcours patients, des trajectoires de vie avec la maladie pour qu'on ait quelque chose en commun, en partage. Et c'est aussi l'idée d'ouvrir des espaces qui vont permettre un apprentissage mutuel. On va aussi co-construire des connaissances ensemble. Ensuite, on va imaginer des futurs possibles. On va créer des prototypes exploratoires qu'on pourra ensuite déconstruire, etc. On va essayer d'inscrire des valeurs communes dans le design et pour finir, on va être dans une phase de test et d'évaluation. Donc, si on clique ici, où on va pouvoir faire des usages en situation, approfondir et redesigner nos prototypes. Donc, on va cliquer. Comment ça s'est traduit concrètement pour nous? Vous voyez ici
je l'ai remis avec la possibilité en bas de voir des techniques qu'on peut utiliser quand on fait du co-design. On pourra y revenir, mais je vais illustrer les techniques sur mon projet à moi. Donc, on va cliquer. Nous, ce qu'on a fait pour dire et raconter au départ, ben, on a mené des entrevues narratives. On s'est dit, on va demander aux patients de raconter leur trajectoire de vie avec la maladie depuis le diagnostic. On a besoin de savoir comment ils ont vécu ce diagnostic et comment ils vivent. C'est une maladie complexe qui est très différente d'un patient à l'autre, mais on avait besoin de mieux comprendre cette trajectoire-là. Ensuite, on a fait ensemble. Faire ensemble, ça veut dire qu'on a fait un premier atelier où on leur a demandé ben, tout simplement, à partir du diagnostic, quels avaient été les événements marquants de leur vie depuis le diagnostic et comment ils avaient été chercher de l'information, quels besoins ils avaient eu en termes de besoins d'information, en termes d'auto-soins, qu'est-ce que ça voulait représenter pour eux. Donc, on a essayé de faire ensemble, de cartographier ensemble à la fois leur trajectoire de vie avec la maladie, mais aussi leur pratique d'auto-soins, leur pratique de recherche d'information, etc. Et d'essayer de commencer à voir avec eux comment cette technologie-là pouvait les soutenir. Et ensuite, dans la partie fabriquée et créée, là, ils sont sur un prototype exploratoire de base qui avait été créé par les ingénieurs et ils interagissaient avec ce prototype et ça nous permettait d'ouvrir un espace de dialogue. Le but ici du co-design, c'est évidemment de co-créer ensemble, c'est d'apprendre mutuellement, mais c'est aussi de faire émerger des tensions entre la vision que les professionnels de la santé peuvent avoir de ce qu'est l'auto-soin et de ce que le rôle que pourrait avoir cette technologie-là dans l'auto-soin, mais aussi des tensions avec la vision des patients qui ne voient pas forcément l'auto-soin de la même manière. On va cliquer. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple ici d'interaction pendant le moment où ils interagissent avec le prototype. Et c'était intéressant pour nous parce que ce moment d'interaction-là, il nous a permis de comprendre un certain nombre de choses, notamment le fait que dans les pratiques d'auto-soin, c'était très fluctuant parce que la maladie peut évoluer de manière très rapide, mais elle peut évoluer de manière très lente, elle peut changer d'une journée à l'autre. Et puis, on s'est rendu compte aussi que les patients avaient besoin d'avoir une technologie qui les équipe pour les aider à réfléchir sur cette maladie-là. Donc, il y avait cette question aussi d'une forme de réflexivité équipée pour les aider à mieux comprendre leur maladie et à mieux vivre avec. On va cliquer. Donc, ce qui nous a permis de travailler un peu dans le design, puisqu'on avait des premières versions 2.0, on pourrait dire, et là, on leur proposait de sélectionner des priorités de santé, et puis de s'évaluer, s'auto-évaluer sur ces priorités-là. Et là, l'idée, c'était que la plateforme génère des petits messages ou des petits conseils de santé en fonction de ce que la personne aurait identifié comme étant des priorités de santé. Et là, les patients ont pu nous dire qu'est-ce qu'ils aimaient moins, et comment cette plateforme-là pouvait répondre bien à leurs besoins, et comment elle pouvait être capable d'appuyer cette réflexivité sur la maladie. Alors, par exemple, ici, elle dit, je veux être capable de corréler les activités de ma journée et les événements de ma journée pour savoir si je me sens bien ou mal un jour particulier. Donc, c'était intéressant pour nous de pouvoir voir comment cette technologie-là, elle pouvait équiper ce travail de réflexion-là. On s'est rendu compte aussi que les patients utilisaient un journal pour documenter les symptômes, mais aussi un journal pour appuyer cette réflexivité-là. Et donc, la question s'est posée pour nous, comment on peut intégrer dans le design cette idée de fonctionnalité qui pourrait outiller, équiper les patients et soutenir cette réflexivité-là. Donc, on va cliquer ici. Et donc, ça a été intéressant aussi, ces ateliers de co-design, parce que vous voyez, dans le premier prototype alpha, ils devaient sélectionner leurs priorités de santé. C'était des espèces de petites bulles. Et là, à un moment donné, elle s'était très focalisée sur les symptômes physiques et symptômes mentaux. Et la question des priorités de soins était plutôt vue d'un point de vue médicalo-centré, j'ai envie de dire. Et là, les patients nous ont dit, mais attendez, il n'y a pas que les symptômes physiques et les symptômes, mes priorités de santé, c'est pas juste mes symptômes physiques ou ma santé mentale, c'est aussi mes activités sociales. Et là, la plateforme, ça n'apparaît pas. Donc, vous voyez que dans le design, elles sont apparues l'idée
du bien-être en général, hein, et pas uniquement focalisé sur des aspects médicaux. Ensuite, ils ont très vivement réagi au premier design de l'interface 1.0 avec le gros muscle, etc., en disant, bah, écoutez, moi, Parkinson, j'aurais jamais des gros muscles comme ça, je dégénère. Donc, on est arrivé à la fin avec un design beaucoup plus fin, beaucoup plus épuré, pour réagir aussi aux commentaires des patients par rapport à ce design-là. Donc, on va continuer. La deuxième application auquel je voudrais vous parler, c'est l'application Connaître votre fraction d'éjection. Là, c'est avec un partenariat avec l'Institut de cardiologie, où là, c'est un cardiologue qui avait dans l'idée de développer une technologie de santé qui permet à des patients qui ont eu un infarctus du myocarde de pouvoir mieux connaître cette maladie, mais aussi de mieux connaître le risque de mort subite, notamment pour des gens qui ont une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%, inférieure ou égale à 40%, qui, pour le cardiologue, sont plus à risque de mortalité. Donc, il voulait les équiper, les outiller pour les maintenir informés. Et son hypothèse, lui, en tant que médecin, c'est-à-dire s'ils sont mieux informés sur ce qu'ils peuvent faire et s'ils connaissent mieux qu'est-ce que c'est que la fraction d'éjection, on pourrait peut-être réduire le taux de mortalité, de mort subite de certains de ces patients-là. Donc, on va continuer. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans un premier temps, je garde mon modèle, hein. On leur a demandé de se raconter depuis leur expérience d'infarctus du myocarde. Nous, on a utilisé en fait à ce moment-là les travaux d'Ansel Strauss, qui est un sociologue, pour décrire des trajectoires avec la maladie. Et c'est un cas théorique qu'on a mobilisé pour justement, à partir des entrevues qu'on a eues, pouvoir reconstituer ces différentes trajectoires de vie avec une maladie cardiaque. Une fois qu'on a mieux compris ces trajectoires de vie-là, on s'est rendu compte que dans la trajectoire de vie, cette application que le médecin voulait faire aurait un rôle fondamental au moment où la personne sort d'hospitalisation et elle rentre chez elle. C'est un moment très anxiogène dans les trajectoires de vie. C'est un moment qui était apparu comme très, très anxiogène par les patients, ce retour à la maison parce qu'il y avait une crainte assez forte de refaire un infarctus. Et c'est le moment où ils étaient plus je dirais, enclins à avoir de l'information. Ils avaient eu de l'information pendant l'hospitalisation, mais c'était un petit peu information overload. Puis quand ils rentraient chez eux, ils avaient envie de digérer un peu plus cette information-là et d'en apprendre un peu plus sur leur maladie et comment changer certains comportements. Donc, on s'est focalisé sur ce moment-là et essayé de voir comment l'application pouvait les accompagner une fois de retour à la maison. Et donc là, on a fait un premier atelier parce qu'on s'est rendu compte que le besoin d'information était très différent d'un patient à l'autre et le niveau de littératie aussi est très, très différent. On a utilisé un atelier d'assortiment de cartes pour essayer d'identifier les thèmes importants en termes de besoins d'informations supplémentaires. Puis ensuite, on a fait un autre atelier où on leur a demandé de designer l'appli qu'ils voulaient et comment ils la voyaient. Donc, vous voyez ici le niveau aussi d'engagement dans la co-création de l'application. On va la slide suivante. Donc là, c'est un petit peu la démarche méthodologique que je retraduis ici, dont je viens de vous parler. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup, je vais continuer pour qu'on puisse voir ce que ça a donné. Par exemple, ici, je trouvais très intéressant cet échange-là parce que volontairement, on avait mis un terme médical dans nos cartes qui était la fraction d'éjection. C'était un terme, et ça, c'était vraiment important pour le médecin que les patients savent de quoi on parle quand on parle de fraction d'éjection. Et là, on s'est rendu compte que dans notre groupe de patients, eh bien, il y avait des gens qu'on n'avait jamais entendu parler. Et là, ils devaient classer l'importance des thèmes. Et c'était très intéressant pour nous de voir comment il y avait pu voir en fait d'une certaine manière une sorte de co-construction de la signification par les patients eux-mêmes de qu'est-ce qu'était la fraction d'éjection et comment ce groupe-là aussi permet à l'intérieur du groupe de patients de faire émerger des connaissances entre eux par rapport à ça. Et du coup, d'avoir choisi à la fin de dire, c'est une priorité importante en termes de thème. On va continuer ici.
Et donc, ça nous a permis à partir, vous savez, on a vu tout à l'heure dans mes ateliers qu'ils ont co-designé l'application. Nous, on a récupéré tout ça et puis on a fait un petit prototype papier qu'on a pu présenter comme ça aux designers, aux ingénieurs et aux médecins pour pouvoir discuter avec eux un petit peu des propositions qui avaient été faites par les patients à partir de ces ateliers-là en termes de comment on pouvait se structurer l'application. Et comment ça s'est traduit dans le logiciel lui-même? On va cliquer ici. Bien, on va voir ici, on rentre dans le logiciel. Donc, il y a une page personnelle où la personne va pouvoir faire une mise en page personnelle. Donc, on va cliquer. Là, la personne va pouvoir entrer ici des informations qui la concernent elle, en termes de peut-être la date de son infarctus, etc. On va cliquer. Et là, on va retrouver dans notre application les thèmes qui sont ressortis dans notre atelier d'assortiment de cartes, les grandes thématiques sur lesquelles il fallait se concentrer, et notamment une des thèmes importants, la fraction d'éjection, qu'il fallait expliquer un peu plus, mais il y a aussi des éléments sur les médicaments que prenaient ces patients-là, et aussi sur des aspects un peu plus sur le rôle de la réhabilitation cardiaque, le rôle de l'importance d'arrêter de fumer, etc. On va cliquer. Et là, vous voyez comment, par exemple, ça s'est traduit dans l'application. Donc, en fait, l'idée aussi de l'application, c'était qu'elle puisse stimuler une sorte de conversation avec le cardiologue, parce que certains cardiologues ne parlaient pas de la fraction d'éjection à leurs malades, et certains en parlaient. Et donc, du coup, il y avait cette idée aussi, en posant la question de la fraction d'éjection, de pouvoir initier ce dialogue-là avec son cardiologue pour pouvoir être au courant aussi, parce qu'on s'est rendu compte que certains patients n'avaient jamais entendu parler de la fraction d'éjection et ne savaient même pas à quel pourcentage ils étaient, et donc en fait n'avaient pas l'information pour se prendre en charge eux-mêmes. On va cliquer. Donc, ces deux projets-là nous ont fait apprendre des leçons d'une certaine manière, parce que faire du co-design, c'est pas si simple que ça. Première leçon, l'idée d'impliquer tout le monde. Alors, ça va arriver parfois quand on fait du co-design, que beaucoup de gens vont s'exprimer, mais il faut aussi être attentif aux voix qui peuvent être silencieuses. Ça veut dire peut-être, vous allez voir que quand on va faire du recrutement, pour Parkinson, par contre, on a recruté, ou pour cardio, on a recruté, mais il arrive parfois qu'il y a des gens qui ne participent pas à des projets de recherche parce qu'ils sont un peu ou parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir contribuer. Donc, ça va être important dans la sélection de l'échantillon aussi d'avoir une attention à des voix qu'on peut mettre sous silence. Donc, c'était important pour nous justement d'avoir une diversité de personnes qui puissent être représentées dans nos ateliers. L'idée, c'est vraiment de créer et d'ouvrir des espaces de dialogue, de soutenir le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel. Et pour ça, on va utiliser différentes techniques pour permettre ça. Donc, tout au long du processus, on va faire des ateliers, des focus group, ouvrir le dialogue et maintenir un dialogue constant pour co-créer ensemble. Évidemment, comme vous avez vu, on va essayer aussi comme chercheurs de synthétiser tout ce qui s'est partagé dans des artefacts, donc de matérialiser dans des artefacts des objets, des prototypes, ce qui a déjà pu être créé ensemble pour qu'on puisse le visualiser et suivre le parcours comme ça de cette technologie qui est en train de se construire. C'est pour ça que je dis aussi qu'il nous faut aussi créer ce que Starr nomme des objets intermédiaires, donc qui sont des outils de négociation aussi, où on va négocier des choses. Parfois, on ne peut pas tout faire, on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, donc il faut négocier aussi un certain nombre de choses et il faut prendre des décisions collectivement, donc il faut outiller aussi ce processus de prise de décision-là. On va cliquer ici pour la leçon numéro 2. Évidemment, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit à propos des suggestions qui surviennent. Parfois, il y a des suggestions qui peuvent paraître un peu bizarres ou insolites, mais elles ne sont pas à mettre de côté parce qu'elles peuvent faire du sens un peu plus tard. Il ne faut pas avoir peur des tensions parce que le but aussi du design participatif ou de la conception participative, c'est de faire émerger des tensions par rapport à différentes visions du monde. La vision du médecin, la vision des patients, des aidants aussi, dans certains cas, peuvent être intéressante à intégrer. C'est une approche qui est disruptive dans le sens où elle apporte des changements culturels. Elle nous fait sortir d'une sorte
déterminisme technologique, où la technologie serait la solution à tout, ça se peut que dans le processus, on se rende compte que la technologie qu'on avait anticipée, c'est peut-être pas la meilleure des technologies et que tout compte fait, on va revenir à quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus simple, etc. Il faut accepter aussi parfois de déconstruire un certain nombre de choses. Il y a des rôles qui changent, hein. Les patients sont aussi des experts, hein, de leur vie et de leur quotidienneté avec la maladie. Donc, prendre en considération ces connaissances expérientielles aussi, qui sont des connaissances aussi valables que les connaissances médicales ou que les connaissances du programmeur. Donc, c'est vraiment disruptif dans le sens où c'est un changement aussi de culture organisationnelle. Ça peut être chronophage, ça mobilise beaucoup d'acteurs. Il y a besoin de penser l'engagement de toutes les parties prenantes sur le long terme. C'est pas toujours évident pour maintenir les gens engagés sur le long terme en gardant ce contact-là régulier. C'est un processus itératif qui prend du temps, évidemment, qui nous fait aussi gagner beaucoup en termes de qualité du produit, même si ça prend du temps. Et ça, c'est pas toujours facilement gérable, notamment quand on travaille avec des entreprises privées qui ne sont pas sur un temps long, elles, contrairement à des processus de recherche qui peuvent être sur un temps un peu plus long. Donc, il ne faut pas idéaliser non plus le processus de co-design, hein. C'est un processus qui prend du temps, qui prend de l'engagement et qui peut, à certains moments, nécessiter aussi des stratégies pour rester engagés les parties prenantes. On peut cliquer pour la suite. Quelques exemples d'articles francophones en français pour ceux qui veulent poursuivre un petit peu les réflexions. Dans l'article Innovation en santé conduite par les médecins et les infirmières, là, c'était une approche du design participatif à l'hôpital. C'est un exemple qui peut illustrer ici. Et puis, l'exemple des patients cardiaques ici, le design participatif d'une application mobile pour patients cardiaques. Vous avez les détails ici du projet pour ceux qui veulent en savoir plus. On peut cliquer. Ben, merci à vous pour votre attention. Je pense qu'on peut passer à la période de questions. Merci beaucoup, Madame Rouleau et Madame Grosjean, pour votre présentation qui nous a permis, de voir beaucoup de choses. Donc, d'abord, au niveau des multiples approches de stratégies qui existent dans le co-design d'intervention numérique en santé, mais également, vous l'avez bien fait ressortir aussi, toute la réflexion qu'il y a derrière non seulement le co-design de ces interventions-là, mais également après ça, leur mise en œuvre, leur implantation en contexte réel. Si vous voulez, donc comme Mme Grosjean vous le disait, on s'est maintenant rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses Q&A au bas de votre écran pour poser vos questions directement à nos conférencières. Les questions commencent déjà à entrer, donc sans plus attendre, je vais poser déjà une première question qui vient de M. Nicolas Bertrand. Et en fait, il y a deux volets à sa question. Je vais vous les poser d'un coup, vous pourrez répondre par la suite. Donc, la première, c'est que vous nous avez parlé justement du co-design, de la mise en œuvre de l'implantation dans le cadre des projets de recherche. Et lui se questionne à la suite de ces projets-là. Donc, une fois que ces projets-là seront terminés, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus au niveau de, on pourrait dire, la distribution à plus large échelle ou la mise en marché de ces applications-là que vous avez parlé? Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la suite pour ces applications-là, pour ces interventions-là qui sont très, très innovantes après les projets de recherche? Donc, ça, c'est le premier volet. Puis peut-être un deuxième volet à sa question, c'est de savoir aussi au niveau de l'utilisation, l'engagement avec ces applications-là après les projets de recherche, que vous avez des données un peu qui nous indiquent finalement ces applications-là, à quel niveau elles sont utilisées après ça par les gens qui y sont destinés. Moi, je peux rebondir peut-être, Geneviève, puis je te laisserai. Oui, vas-y. Je vais prendre l'exemple de la technologie pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, qui est un exemple qui peut permettre de bien répondre à cette question-là. Dans le processus de co-design ou design participatif, je vous disais qu'il y a l'importance de bien penser qui sont les parties prenantes du projet. D'accord? Puis ça va être important. Qui est-ce que je vais mettre autour de la table? Ben, nous, on avait une partie prenante importante, c'est Parkinson Canada. On ne peut pas travailler ce projet-là sans impliquer Parkinson Canada parce que c'est eux aussi qui vont nous permettre de diffuser l'accès à cette application-là, à cette technologie-là, à l'ensemble, je dirais, des personnes vivant avec la maladie de Parkinson au Canada. Donc, Parkinson Canada a été à la fois un financeur du projet, mais il est aussi, je dirais, un partenaire dans le projet, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, c'est avec eux qu'on va pouvoir aussi diffuser et permettre un accès beaucoup plus grand de cette application-là.
Donc ça, c'est important de penser nos parties prenantes. Quand je parle des parties prenantes, souvent on pense aux professionnels de la santé, aux patients, aux aidants, aux ingénieurs, mais les associations de malades peuvent être des parties prenantes importantes au début, surtout après, quand elles vont pouvoir collaborer aussi à permettre de diffuser l'accès à cette technologie. Alors ça peut permettre de répondre à la question. Je vais laisser Geneviève peut-être poursuivre ici. Oui, ben en fait, pour tout ce qui est, on va dire, de la mise en œuvre, si je prends l'exemple de l'outil d'aide à la décision, il y a un essai par grappe en ce moment qui se fait, un essai pan-canadien, justement pour voir s'il n'y a pas des impacts, quels sont les impacts en fait sur la santé des personnes, justement sur l'utilisation de l'outil. Mais on a greffé aussi à ça une évaluation de processus qui va nous permettre de savoir, mais si ça fonctionne, pourquoi? Pourquoi finalement ça fonctionne? Puis, est-ce qu'on a mis en place les bonnes stratégies de mise en œuvre pour favoriser l'intégration de cet outil-là? Et sinon, puis est-ce qu'on a réussi à atteindre les bons déterminants de la mise en œuvre de l'outil qu'on souhaitait atteindre? Donc ça, je pense que ça va être un élément intéressant. Puis des stratégies déjà qui ont été conçues, par exemple, du matériel éducatif. Donc, ça a déjà été conçu pour que ce soit disponible via vidéo, donc déjà accessible pour un grand nombre de personnes. Fait qu'on pourrait déjà, d'ores et déjà, avec certaines stratégies, de penser à une mise à l'échelle, et certaines ont déjà été conçues justement pour être applicables à un grand nombre de personnes. Maintenant, toutes les stratégies de mise à l'échelle sont dans la continuité de la recherche et puis donc doivent en tant que telles être réfléchies vraiment, je veux dire, convenablement. Puis à partir des résultats qu'on aura, ben, ça sera une étape future. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Donc, on entend bien ici cette idée-là de dire qu'il faut réfléchir à cette mise à l'échelle-là dès les premières étapes du projet. Puis Mme Grosjean mentionnait également, donc, de réfléchir aux parties prenantes qui vont aussi nous aider par la suite, peut-être pour le déploiement et la mise à l'échelle ou la pérennité, on pourrait dire, de ces interventions-là qui sont développées dans le cadre des projets de recherche. Merci également à M. Bertrand pour votre question. On irait ensuite avec une deuxième question. Vous nous mentionniez tantôt, bon, il y a différents types de savoirs qui sont impliqués. Donc, on pense souvent au savoir théorique, expérientiel, empirique. On ne se le cachera pas, en tant que chercheur, souvent, on a des intérêts de recherche, donc des choses qui nous rejoignent un peu plus. On a une certaine expertise, une certaine connaissance vis-à-vis peut-être certaines interventions, peut-être même vis-à-vis certaines stratégies de mise en œuvre. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre de projets de co-design un peu, je vous dirais, pour tantôt, c'est Mme Grosjean qui parlait de l'incertitude en début de projet, donc avec votre ligne qui bougeait beaucoup. Comment est-ce qu'on fait un peu pour négocier cette ouverture-là qu'on peut avoir vis-à-vis qu'est-ce qui pourrait nous amener, qu'est-ce que les participants pourraient nous amener en tant que besoin, en tant qu'idée, puis aussi peut-être nos propres idées à nous, notre propre expertise à nous, ce qu'on pense que nous pourrait être le plus efficace ou le mieux pour ces gens-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées un peu pour aider les gens qui s'inquiéteraient un peu vis-à-vis de cette incertitude-là ou cette acceptation-là peut-être de d'autres formes d'idées, d'autres formes de savoir. Je pense que c'est important de considérer aussi quand on fait du co-design puis qu'on engage là que la voix de tous, elle est égale. Donc, moi, évidemment, comme chercheur, je peux aussi amener des idées qui vont être débattues, qui vont être partagées. Ça nous arrive aussi d'amener des idées qui sont interrogées par les patients. Je me rappelle dans un premier atelier de co-design, on a amené des idées avec un prototype exploratoire. Puis, il y a un patient qui était extrêmement critique par rapport à beaucoup de choses qu'on avait mis. Puis, c'était vraiment intéressant de le voir réagir. Et nous, ça nous a obligés, d'une certaine manière, à repenser un certain nombre peut-être de prérequis qu'on avait, à les réinterroger en se disant, ben là, on est peut-être parti sur quelque chose en pensant qu'une maladie neurodégénérative, c'est une maladie chronique comme les autres, mais il y a des enjeux qui sont différents, puis qu'on n'a peut-être pas pris en considération. Donc, c'est aussi accepter comme chercheur de se remettre en cause, puis de replonger dans une littérature aussi. Par exemple, là, en l'occurrence, la plateforme est toujours en processus de co-design. On est dans une version qui s'améliore. Et puis, dans cette version-là, il y a eu un test d'usage. Donc, les gens ont pu l'utiliser pendant 3 mois chez eux, tranquillement. Et puis, on avait mis une fonctionnalité que moi, je pensais là qu'ils n'utiliseraient pas. C'est un journal électronique en disant qu'est-ce qu'ils vont aller taper. Et en fait, cette fonctionnalité est surexploitée.
Et c'est ça aussi comme chercheur, c'est aussi s'autoriser à se laisser prendre. Et là, à l'heure actuelle, avec mes étudiantes, on est en train de refaire une littérature sur pourquoi les gens qui ont la maladie de Parkinson utilisent un journal quotidien. À quoi ça leur sert? Alors, d'habitude, ils utilisent un journal papier, mais là, ils ont décidé de le transférer sur le numérique. Et on se rend compte, avec les entrevues qu'on fait, on essaie de comprendre pourquoi et à quoi ça leur sert. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi, comme chercheur, s'autoriser à un certain moment à réinterroger certains concepts, à aller revoir la littérature, à essayer de donner du sens aussi à ce qu'on voit, à ce qu'on observe, aux données qu'on a, et pas forcément prendre tout pour acquis. Et je pense que c'est un travail itératif aussi pour le chercheur, que parfois de replonger dans une littérature, d'aller faire une recension de littérature qu'il n'avait pas faite au début parce qu'il y a besoin d'explorer un sujet plutôt qu'un autre. Et ça exige ça du chercheur. Je ne sais pas si Mme Rouleau voulait ajouter. OK. Donc, merci beaucoup, Mme Grosjean. Donc, on entend cette idée-là d'avoir peut-être cette humilité-là de dire on peut apporter des idées en tant que chercheur, mais ces idées-là vont être débattues. De pas d'avoir cette ouverture-là, peut-être de devoir replonger dans la littérature, dans les écrits, donc une fois que ces idées-là sont débattues. Puis aussi, vous disiez bien de se laisser surprendre peut-être par ce qui peut être apporté, puis peut-être aussi au niveau peut-être des idées préconçues qu'on pourrait avoir. Peut-être, je vois le temps qui file, peut-être j'aurais une dernière question pour vous. Vous nous parliez tantôt peut-être, en fait, il y a deux volets qui m'avaient interpellé. Au début, au niveau des voix silencieuses qu'il peut y avoir sur les participants. Euh, Lorsqu'on fait des activités un peu comme des ateliers, donc il y a des gens qui sont un peu plus vocaux que les autres. Puis vous nous mentionnez également que même au niveau des utilisateurs, des fois, les besoins d'information sont différents, le niveau littératie est différent, les gens peuvent avoir des préférences qui sont différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, puis je pense que vous y avez touché aussi un peu dans votre présentation, pour essayer peut-être de réconcilier ces différentes perspectives-là au sein même au sein même des utilisateurs euh, qui sont avec nous. Ben, je vais peut-être me lancer, mais pour les technologies, par exemple, pour la maladie de Parkinson, c'était très intéressant parce que c'est une maladie qui parfois ne permet pas aux gens de parler, ou s'ils parlent, on a de la difficulté à les comprendre, et aussi parfois des difficultés à l'écrit, hein. Donc, il a fallu dans nos ateliers, nous, qu'on adapte nos ateliers, hein, et donc, parfois, quand il fallait écrire, j'avais des assistants qui étaient là pour écrire. Et pour nos ateliers aussi, on les a ouverts aux aidants naturels. Donc, les patients pouvaient venir avec l'aidant qui pouvait aider quand il fallait parler. C'est aussi des ateliers où il faut se dire que peut-être on va prendre un peu plus de temps que d'habitude pour laisser le temps aussi à la personne de s'exprimer, etc. Et on va adapter notre matériel d'animation d'une certaine manière. Euh, Ça nous est arrivé aussi, notamment en cardio, d'avoir par exemple des personnes dans nos ateliers qui avaient des problèmes de santé mentale et donc du coup qui avaient aussi, qui vivaient de l'isolement social et qui, ces ateliers-là étaient une occasion pour eux de voir du monde, etc. Donc c'est aussi une question de s'adapter à tous les profils et de pouvoir aussi leur permettre justement de dire ce qu'ils ont à dire. Et nous, ça nous interpelle aussi comme chercheurs en disant, notre plateforme, il ne faut pas qu'elle laisse de côté un certain nombre de personnes. Par exemple, bon, je vais vous donner un exemple, mais pour Parkinson, les ingénieurs y avaient développé un assistant vocal, de la reconnaissance vocale. Et ils étaient vraiment, ils voulaient absolument l'intégrer à la plateforme. Moi j'avais des doutes parce que je savais très bien qu'il y avait des patients qui avaient des problèmes avec la voix. Mais pendant les ateliers, on les a fait venir avec l'assistant vocal. Et là, les patients ont réagi très vivement en disant, mais là, l'assistant ne va pas me comprendre, etc. Ça va me renvoyer à ma maladie. Et là, l'ingénieur a pu voir et entendre ça. Et il n'est plus jamais revenu avec l'assistant vocal. Et je pense que c'est aussi ça le lieu de ces ateliers, hein, c'est de faire des expériences, de voir comment les gens réagissent, de pouvoir en discuter et d'être ouvert à tout. Donc, mais c'est important quand on travaille avec des populations vulnérables aussi, de pouvoir adapter nos techniques d'animation, puis de prendre en considération. J'ai toujours une infirmière ou deux pendant mes ateliers aussi, qui sont là, qui sont présentes pour aussi peut-être nous guider et nous interpeller sur certaines choses. Merci infiniment à vous deux pour votre présentation. Merci également
à vous deux pour vos réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions qui restent dans le chat. Par contre, le temps file, donc si jamais votre question n'a pas pu être répondue, vous pouvez contacter directement nos conférencières ou à leurs coordonnées qui sont sur notre site Internet, sur la page de l'événement. Pour notre part, on se retrouve déjà ce mercredi, le 29 mai à midi, pour un tout nouveau webinaire du RISE qui va être animé par Mme Émilie Dufault, qui est présentement stagiaire postdoctorale à l'Université d'Al-Azhar et qui va venir nous parler d'audit et de feedback comme stratégie d'amélioration de la performance en santé. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce mercredi midi. Merci également à vous deux encore une fois pour la présentation et pour vos réponses. Vous pourrez revoir l'enregistrement de cette présentation-là sur notre site Internet dans les prochaines heures, donc au www.risig.com. Vous pouvez également vous inscrire à nos prochaines activités à venir, à même notre site Internet. Merci encore à vous. Bonne journée. Bye bye. Merci. Au revoir.